Bien, on va commencer alors. Je vois qu'il y en a qui vont prendre des notes, très bien. Alors bienvenue à cette conférence sur le jeu inconscient des relations amoureuses. C'est pas marqué, mais c'est ça. Alors je m'appelle Christophe Itier et j'exerce plusieurs activités qui sont décrites dans les prospectus que j'ai mis là-bas. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que je fais à la fin, vous pourrez prendre. Sinon, je vais me présenter à vous en disant que depuis que je suis relativement jeune, je me suis intéressé à tout ce qui est lié à la connaissance de soi et au développement personnel. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était qu'un être humain, comment il fonctionnait, pourquoi on avait autant de problèmes dans les relations. Et sur ce chemin-là, je me suis intéressé à la philosophie qui est l'étude de la pensée, des différents courants de pensée, à la psychologie qui est l'étude de la personne, à différentes sciences qui abordent la matière d'une certaine manière. Maintenant, avec la science physique quantique, on va dans l'infiniment petit et dans l'énergétique, ce qui est beaucoup plus intéressant, et aussi à tout ce qui est lié à la spiritualité, qui est là un vaste domaine, et qui est l'étude de ce qu'on appelle l'esprit, l'âme, ou tout ce qui est un peu invisible et qu'on connaît, voilà, tous les mystères un petit peu de la vie. Donc quand vous êtes sur ce chemin-là, vous rencontrez différentes personnes, et si vous demandez à un spiritualiste ou à un psychologue de vous décrire ce que c'est un être humain, il va le faire à sa manière. Et il va porter à chaque fois une petite pierre sur l'édifice de la connaissance. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est réunir toutes ces connaissances-là, faire la synthèse et essayer de les amener à travers mes conférences, de les faire comprendre à travers mes conférences, de simplifier les choses pour les rendre accessibles à tout le monde. Quand vous connaissez un petit peu la parabole de l'éléphant avec des 4 aveugles, vous avez déjà entendu cette parabole? En fait, si vous demandez à 4 aveugles de décrire un éléphant, le premier on va mener un aveugle devant un éléphant, lui il va venir toucher la patte de l'éléphant, et il va décrire un éléphant, il va dire oui, un éléphant, je sais ce que c'est comme un arbre, ou comme un pilier. C'est rigide, et c'est droit, c'est dur. L'autre à côté va toucher la trompe, va dire mais non, c'est pas ça du tout. Un éléphant, c'est comme une corde flexible. Un autre va toucher l'oreille, il va dire mais non, vous vous trompez complètement. L'éléphant, ça ressemble à une grande feuille. C'est tout fin. Et l'autre va toucher le buste de l'éléphant, il va dire mais non, c'est comme un rocher. Donc chacun a une vision partielle de la totalité. D'où l'intérêt d'essayer de voir de cette vision globale, de cette connexion qu'on peut faire par rapport à toutes ces connaissances qu'on peut avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai imputé le U au jeu. Pourquoi? Parce que ce jeu-là va être toujours au cœur de notre débat. On peut déjà constater que sans le jeu, il n'y a pas de relation possible, et trop de jeux tue la relation. Donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps dans la conférence, c'est découvrir qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, qui il est. Qu'est-ce que c'est qui rentre en relation entre deux personnes? 90, sinon 100% des problèmes que nous avons dans les relations les uns les autres sont toujours des problèmes de malentendus, de quiproquos. C'est-à-dire que très souvent, nous parlons à des niveaux différents. Nous voulons dire certaines choses, les autres comprennent autre chose. Nous allons voir pourquoi nous sommes toujours à des niveaux différents. Dans les relations amoureuses aussi, il y a le mot amour. Et c'est vrai qu'on devrait plutôt dire des relations de besoin, des relations de désir. Parce que de l'amour, il y en a souvent très peu dans nos relations. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour? Vaste programme. Ouh! Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, je vais vous donner ma définition, moi, de l'amour. Est-ce que c'est le besoin? Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est un sentiment d'expansion? Sentiment d'unité? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Donc pour moi, l'amour, c'est la nature même de
de tout ce qui existe en fait. C'est la nature même, tout ce qui existe. C'est la manifestation de ce qu'on appelle la conscience. Vous avez tous peut-être entendu parler, on dit que maintenant dans la physique quantique, on est dans... on décrit l'univers comme un champ unifié de conscience. Quelqu'un a déjà entendu ce chose-là? Oui, on est dans un champ unifié de conscience où tout le monde est connecté. C'est-à-dire que tout est énergie autour de nous, même si on ne la voit pas, et que nous sommes tous connectés. Et que chaque chose que nous faisons influence tout ce qu'il y a autour de nous, même si ça a des milliards de kilomètres. Donc cette énergie-là, on peut aussi lui donner le nom d'amour. Simplement, cet amour va se manifester différemment selon la conscience dans laquelle elle se trouve. La conscience et l'amour, pour moi, c'est un peu la même chose. Vous prenez une pièce de monnaie, et vous avez côté pile, côté face. D'un côté, vous avez la conscience, qui représente plutôt l'essence, l'état vibratoire de tout ce qui existe. C'est froid. C'est aussi le mental, quelque part. De l'autre côté, vous avez l'amour qu'on peut associer à l'énergie. Et en allant plus loin à la matière, à tout ce qui est manifesté. Donc, chaque fois que l'amour s'exprime, en fait, selon l'état de conscience où il va s'exprimer, ça va prendre une forme différente. Alors, je vais vous expliquer ça à travers un support qui est assez intéressant, qu'on appelle les chakras. Est-ce que tout le monde sait ce que sont les chakras? Ou au moins il en a entendu parler? Oui. Ok. Alors je vous ai fait quand même un petit dessin. Alors les chakras, en fait, il faut comprendre que ce sont des centres énergétiques qui font le pont entre les corps subtils et le corps physique que vous avez. Chaque chakra, nous en avons 7, est connecté à des méridiens qu'on travaille en acupuncture, est connecté à des glandes et correspond aussi à un cerveau, une partie de votre cerveau. Ce sont chaque chakra, on appelle ça aussi des portes. Pourquoi des portes dimensionnelles? Parce que chaque chakra vous permet d'accéder à des niveaux de conscience différents. Et selon le niveau où vous êtes, vous allez percevoir les choses d'une manière différente. Par exemple, quand vous êtes dans le chakra 1, qui est le chakra lié à la survie, ce qui va être important pour vous, c'est l'instinct de survie. Donc l'amour va se manifester chez vous à travers l'instinct de survie. Donc vous allez aimer, mais ça va être l'amour de votre corps physique. D'accord? Vous allez, en fait, c'est l'amour de le plus égoïste qui soit quelque part. C'est votre corps physique qui est là et que vous devez défendre à tout prix. Vous devez survivre. Donc c'est toujours lié à l'instinct de survie, aux racines. C'est la sécurité, la structure, le désir de vivre, le plan matériel, l'argent, la maison. Hein, ça se passe ici. Quand vous avez toujours des problèmes d'argent, de maison, c'est ici que ça se passe. Dans ce chakra-là. Donc, là, l'amour va se manifester à travers votre instinct de survie. Et les tueurs, par exemple, les gangsters, en fait, fonctionnent à travers ce chakra-là. C'est leur chakra dominant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer n'importe qui. Ça ne fera absolument rien. Là, quand on est à ce chakra-là, on n'a aucune sensibilité par rapport aux autres. On ne ressent absolument pas ce que peuvent ressentir les autres. On est coupé. On est en totale séparation. Ce qui veut dire que vous pouvez tuer plein de gens autour de vous, ça ne vous fera absolument rien. Vous n'aurez aucun regret ni culpabilité. Parce que, si je vous dis ces gens-là tuent par amour, vous allez me dire, vous délirez. En fait, oui, ils tuent par amour, en fait. Ils tuent par amour, en fait, parce qu'ils perçoivent les autres comme quelque chose de dangereux. Ou quelque chose qui leur permet de gagner l'argent, donc de survivre. Vous voyez? C'est toujours le fait que l'autre devient un danger pour soi. Au niveau du chakra 2, l'amour, en fait, prend la forme du désir. Surtout désir sexuel. Mais c'est le désir, c'est aussi la force vitale, la passion, l'énergie, le désir de relation. C'est vraiment un chakra lié à la relation à l'autre. Il représente le plan social, la famille, le plaisir, la santé, tout ça. Donc quand vous êtes de chakra 2, vous êtes vraiment tout le temps à la recherche du plaisir. Là, vous avez le cerveau primaire, le premier cerveau qui est apparu, avec en même temps
le début du cerveau reptilien. Là, vous êtes dans le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Hein, c'est-à-dire que chaque fois, vous avez un cerveau qui s'est construit sur notre cerveau. Hein. Donc, quand vous êtes là, pour vous, aimer, ça veut dire avoir une relation avec quelqu'un. Hein, déjà, vous êtes un petit peu plus ouvert, plus tourné vers les autres, vous commencez à avoir des relations. Mais c'est très lié au plaisir, en fait. Vous allez vous mettre quelqu'un parce que la personne va vous apporter du plaisir. Sinon, vous n'allez pas vous mettre avec elle. Quand vous êtes à ce chakra 3, ici, c'est le chakra du plexus solaire. Là, c'est le chakra plutôt lié à l'intellect, ce qu'on appelle le moi. Hein, le fait que vous puissiez dire « je suis ». Donc là, c'est le désir de contrôler. Ça représente le plan professionnel, les métiers, les études, le rang hiérarchique, tout ce qui est lié à l'estime de soi. Donc quand vous êtes là, en fait, votre manière d'aimer, c'est une manière de vous affirmer. C'est une manière de réussir dans la vie, d'être intellectuellement performant. C'est cette manière-là que vous avez pour l'amour le manifester à travers votre mental. C'est là qu'apparaît le mental. La plupart, les 3/4 de l'humanité se retrouvent dans ces 3 chakras-là. Okay. Quand vous êtes là, tous les jeux que vous avez les uns avec les autres, c'est toujours des jeux liés à la manipulation, au pouvoir, ou à l'entraide, mais l'entraide, je te donne si. Il n'y a pas d'amour inconditionnel là, c'est de l'amour conditionnel. Okay. Et c'est normal. On ne peut pas demander à des gens qui sont là d'être dans l'amour inconditionnel, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette conscience-là. Comprenez que plus votre niveau de conscience évolue, plus votre amour s'élargit. Okay. Donc les 3/4 de l'humanité se retrouvent là. Ensuite, vous avez le 4 qui est le chakra du cœur. C'est là qu'on rencontre l'amour, on va dire, non limité. Où vous commencez à donner aux autres sans rien attendre d'eux, quoi que ce soit. C'est l'amour de soi, le véritable amour de soi et d'autrui. La bonté, le pardon, le désir de partager. On appelle ça le plan spirituel. Quand vous êtes là, vous êtes relativement détaché des choses. Vous aimez la simplicité, l'humilité. Quand vous êtes passé là, en fait, vous le savez parce que ces choses-là vous intéressent beaucoup moins. Vous perdez un peu de plaisir. Vous courez plus après tous ces plaisirs-là, c'est-à-dire la recherche de l'argent, de la protection, la recherche des relations, la recherche de l'affirmation de vous à travers votre mental. C'est moins intéressant pour vous. Ce qui vous intéresse le plus, c'est d'être dans un partage profond avec vous-même et avec les autres. Un véritable partage. Vous voyez, on appelle ça un mur, c'est-à-dire que ça fonctionne par 3 en fait. Donc l'humanité qui est là, en fait, c'est ce qu'on appelle la pré-humanité. Donc, actuellement, ce que je vous ai dit, ça représente aussi des niveaux d'évolution. Vous avez d'un niveau 1, ça représente le minéral. D'accord ? Entre le 1 et le 2, vous avez le végétal. Le 2 et le 3, vous avez l'animal. Et le 3 et le 4, vous avez l'humain. Donc, à travers les chakras, vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Donc, vous voyez ces chakras comme des portes de conscience. Oui. Je n'arrive pas à comprendre minéral, végétal. Alors, le chakra de la base, c'est tout par rapport à, par exemple, je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Quand un enfant se forme, il fait tout le temps le même cycle. C'est-à-dire que vous commencez par l'ovule, par la première cellule. Ensuite, l'enfant va se former. La première chose qu'il va former, c'est l'ossature, les os, le minéral. Ensuite, vous allez avoir le système sanguin, le système nerveux, qui, quand vous le regardez, ça forme une plante, le végétal. Ouais, vous reprenez une feuille et regardez, c'est vraiment un système sanguin, un système veineux. Et ensuite, vous avez les muscles qui se mettent en place. Donc, les muscles, c'est le mouvement. Donc, c'est le stade animal. Hein ? Et donc, là, du 3 à 4, vous passez à l'humain. Donc, il y a déjà... C'est-à-dire que nous avons tous ces chakras, mais en fait, ce qui domine chez nous, ce sont ces 3-là. Les autres, nous les utilisons de temps en temps. On parle bien d'évolution, alors. Oui, on parle bien d'évolution en même temps. Enfin, on peut voir ça à plusieurs niveaux. Par exemple, quand vous rêvez,
quand vous rêvez, vous êtes dans ces deux chakras-là. C'est ces deux chakras-là qui s'actionnent chez vous. Là, vous avez ce qu'on appelle, dans le chakra 3, c'est le néocortex au niveau du cerveau, mais la partie gauche. La partie droite, c'est le 4e chakra. C'est-à-dire, si on vous bloquait toute votre partie gauche, et que vous ayez uniquement dans votre partie droite, ce que vous ressentiriez, c'est un amour illimité. Vous vous sentirez comme un être d'énergie, connecté à tout. Il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus, on est capable de bloquer différentes parties, et ça vous change complètement votre manière de percevoir les choses. Par contre, si on vous bloque complètement le cerveau droit, vous devenez un genre d'autiste de haut niveau, avec une mémoire d'enfer, un super ordinateur, capable de mémoriser n'importe quoi. Donc ça, c'est des expériences qui se font actuellement, c'est vachement intéressant. Donc, en fait, on a ces 7 chakras, donc cette capacité de percevoir les choses. C'est vraiment très intéressant. On a beaucoup de possibilités, ce qui rend aussi la difficulté de relationner avec les autres. Donc, imaginons que vous rencontrez quelqu'un, ça se passe très bien, vous êtes très amoureux, et vous êtes à peu près, au tout début, vous êtes plutôt positionné sur ce 4e chakra, beaucoup d'amour. Enfin, c'est un mélange, hein, en général. Mais les choses vont pas si bien que ça, et un jour, vous allez vous séparer. Est-ce que vous avez remarqué que souvent votre partenaire change de comportement? Il peut avoir des comportements complètement différents que vous n'avez jamais même découvert chez lui. Vous n'avez jamais vu. Il peut devenir quelqu'un de vraiment très hostile ou autre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, vous l'avez mis en position de danger. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous séparez, c'est-à-dire qu'il va y avoir une problématique de biens, il faut vendre la maison, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour vivre, ainsi de suite, c'est ce chakra-là qui va s'activer. Donc vous allez vous repositionner sur ce chakra-là, et là, il n'y a plus de sentiments. C'est moi en premier. Donc vous devenez un petit peu quelqu'un de relativement égoïste, sans sentiment, et l'autre devient l'ennemi pour vous. Parce que vous êtes positionné sur ce chakra-là. Ok. Donc les changements que nous avons entre nous, c'est parce que simplement vous changez de centre en fait. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. On va revoir parce qu'on va pas rester sur le chakra tout à l'heure aussi. On va partir du moment où quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit, dans le ventre de votre mère. En fait, quand vous arrivez, à ce que j'ai oublié de vous dire dans les autres chakras, c'est que plus vous montez, en fait, plus vous allez découvrir l'essence de qui vous êtes réellement. D'accord ? Plus vous montez les chakras, plus vous allez découvrir. C'est ce qu'on voit en méditation. J'anime des cours de méditation et depuis pas mal d'années. Et quand on pratique la méditation, ce qu'on voit, c'est qu'on peut mettre le corps au repos, le mental au repos, les émotions au repos. Il reste toujours quelque chose derrière. Il y a une présence qui est là. Et quand vous êtes à cette présence, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, en fait. Vous êtes dans un état de paix et d'harmonie. Donc vous êtes dans le 4e, 5e chakra. Okay. Simplement, pour fonctionner dans la matière, c'est difficile de rester là-dedans. Donc vous revenez dans des chakras beaucoup plus terre à terre. Donc quand vous êtes petit, en fait, quand vous naissez, vous arrivez, vous êtes plutôt concentré sur les chakras du haut. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de bien-être total. Vous êtes nourri et logé dans le ventre de votre mère, tout va bien, vous êtes en totale sécurité. Vous êtes une éponge, on appelle ça une éponge psychique, vous êtes hypersensible, vous avez des sens hyper développés, vous captez tout ce qui se passe autour de vous. C'est super, mais en même temps c'est un gros problème parce que vous arrivez dans un monde qui fonctionne sur les 3 premiers chakras. D'accord ? Donc émotion, pensée, physique. Ce qui veut dire que les émotions, alors une émotion pour moi c'est quelque chose qui est toujours négatif. On dit il y a des émotions positives et des émotions négatives. Alors moi quand je parle d'émotion c'est toujours négatif. Pourquoi ? Une émotion pour moi c'est une réaction à quelque chose. Chaque fois que vous avez une émotion, c'est-à-dire que vous réagissez à ce qui se passe par rapport à la réalité. Par exemple, on a tous mis en place des croyances, on va étudier ça, comment on met en place toutes ces croyances qu'on a en nous. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive en face de vous qui ne correspond pas aux croyances qui sont installées chez vous. Ça peut être tout simple, ça peut être pour vous, la chambre, elle doit être bien rangée, puis c'est tout. Et votre enfant arrive et il met tout en bordel, ou il dérange sa chambre, vous allez vous mettre en colère.
Ou quelqu'un va venir vers vous, ou pour un enfant par exemple, qui s'imagine que les parents ça doit toujours être gentil, et bien vous comportez d'une manière différente. Donc l'enfant peut être triste. Donc chaque fois que la réalité ne correspond pas à ce que vous pensez être la réalité, vous avez une réaction. Donc les émotions, c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de penser ne correspond pas à la réalité. Une défense. C'est un décodeur, c'est-à-dire que ça vous permet de savoir ce que vous êtes en train de penser. Parce qu'en général, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de penser. Hein, j'arrive, hein. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de penser. On est en système automatique, on pense toute la journée. Je ne sais pas combien on a de milliers de pensées par jour, mais très peu de gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de penser. Donc c'est vos émotions qui vous disent attention, là tu es en train de penser un truc, ça ne correspond pas du tout à la réalité. J'ai rien compris. Vous n'avez rien compris. Ok. Alors je vais essayer d'expliquer d'une autre manière. Ensuite, votre corps, lui, il vous dit, c'est un résonateur de vos émotions. Votre corps vous dit ce que vous êtes en train de ressentir. Donc quand vous avez des émotions trop négatives, votre corps, vous avez mal à un organe quelque part. D'accord ? Donc le corps est en train de révéler ce que vous êtes en train de ressentir, et ce que vous ressentez est en train de révéler ce que vous êtes en train de penser. D'accord ? Donc quand vous êtes enfant, vous arrivez, vous êtes dans le 4e, 5e et les chakras du haut, vous êtes très très bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez recevoir plein d'énergie autour de vous. Donc plein d'émotions, plein de pensées, souvent négatives. Donc pour vous, ça va vous faire réagir. Pour vous, c'est des énergies qui sont très basses. Donc ça va vous sortir de votre bien-être. Donc vous allez vous sentir agressé. Donc vous pouvez avoir des sentiments, tout ce que ressent votre mère, vous allez le ressentir, vous allez le prendre pour vous. Et vous allez vous demander ce que c'est. Parce que vous ne faites pas la différence entre vous et votre mère encore. Vous ne savez pas que vous avez un corps physique. Donc vous sortez de là. Déjà, le fait de sortir de votre mère, c'est un traumatisme énorme. Donc personne ne perçoit, très peu de gens perçoivent la gravité. Imaginez qu'on vous mette en relaxation dans une piscine. D'accord ? Et tout d'un coup, on vide la piscine. Hein, on vide la piscine, vous êtes là, vous êtes super relaxé, d'un coup on vide la piscine et vous passez par un tuyau tout noir et vous sortez. Et vous vous retrouvez sans eau, sans rien. Je veux dire, ça vous ferait pas tellement... c'est assez énorme comme truc. Et en plus, on vous prend souvent et on vous enlève de votre mère. Avec qui vous avez passé 9 mois, c'est la seule personne que vous connaissez vraiment. Donc, les sentiments de séparation, d'abandon ou autre, déjà, ça commence là. Ensuite, vous allez commencer à prendre conscience que vous avez un corps. Dès que vous prenez conscience que vous avez un corps, séparé de votre mère, vous allez ressentir le froid, la faim, des choses comme ça. Là, vous allez avoir le désir de vous protéger. Donc, toute votre attention va être mise sur le désir de vous protéger. Si ça se passe mal à ce moment-là, si vous ne vous sentez pas protégé, par exemple, vous avez faim, vous pleurez et que personne ne répond, ça se répète plusieurs fois, vous allez commencer à mettre en place des croyances comme quoi, en fait, la vie ne peut pas vous apporter tout ce que vous voulez. Hein ? Donc ces croyances-là qui se sont installées, qui vont s'installer jusqu'à l'âge de 7 ans, vous allez continuer à les avoir continuellement toute votre vie. Hein, c'est un cercle vicieux. Donc, et vice-versa. Ouais. Donc ça veut dire que, imaginez que vous pleurez, vous avez froid, vous avez faim, vous pleurez, et à chaque fois que vous pleurez, vous vous rendez compte que votre mère arrive et vous met au sein, par exemple. Et vous dites, tiens, c'est pas mal, ça marche, je crois que je pleure, j'ai de l'amour, j'ai de la compassion. Donc vous pouvez aussi développer un sentiment de manipulation, ça comme ça déjà manipulation. Je pleure, j'ai à manger. Donc plus tard, vous pouvez devenir un type plaintif. Je me plains et je sais qu'on va m'amener quelque chose. Donc vous associez l'amour à plein de comportements, plein d'actions que vous avez vécues quand vous étiez enfant. Hein, c'est comme ça que nous vivons, on passe tous par là, on a tous des traumatismes plus ou moins différents, mais c'est un petit peu ce qui se passe pour nous. Je vous explique ça pour que après vous compreniez pourquoi on a autant de problèmes de relations. Hein, on va venir aux relations, ne vous impatientez pas. Donc, vous grandissez, et si ces problèmes-là se répètent, en fait, vous allez mettre en place des croyances plus ou moins profondes. Donc l'enfant grandit,
Donc après le désir de protection, si ça c'est une fois qu'il se sent protégé, qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième désir qu'il a, c'est le désir de relationner, de rencontrer l'autre. Donc il passe du premier chakra au deuxième chakra. Désir de relation. C'est là où il commence à toucher à tout, à mordre un enfant. Pour lui, c'est pas un enfant, c'est un objet. Il va mordre pour voir l'effet que ça. Il découvre, d'accord? Donc c'est tout ce qu'on fait. Donc il va apprendre à relationner. Si ça se passe mal, si ce stade-là se passe mal, vous aurez aussi des problèmes de relation avec les autres. Hein? Par exemple, vous ne savez pas le milieu dans lequel vous avez vécu, la relation était peut-être quelque chose de difficile. Donc vous allez avoir des problèmes de relation avec les autres. Une fois que vous avez mis en place ces problèmes de relation, vous allez chercher à affirmer, à mettre un impact sur votre environnement. Donc affirmer qui vous êtes. C'est à un moment donné, vous commencez à dire non. Vous savez le fameux non de l'enfant qui dit non, je veux pas. Il s'affirme en fait. Si vous l'empêchez de faire ça, ou si c'est trop brutal, il va manquer d'estime et de confiance en lui. C'est quelque chose qui va vous suivre tout le temps. Donc c'est 3 phases vraiment importantes qu'on commence quand on est enfant et qui continuent un petit peu plus tard. Donc une fois que ces 3 choses-là se sont passées plus ou moins bien, après vous pouvez continuer à évoluer d'une manière naturelle. Mais en général, il y a toujours une des 3 phases qui se passe pas toujours très bien chez nous. Donc, hop. Tout ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Il faut comprendre aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire, quand vous êtes dans votre chakra numéro 4 et les autres, en fait, vous êtes nourri. Vous avez beaucoup d'énergie et vous êtes nourri par ce qu'on appelle votre moi supérieur. Votre esprit, votre âme, ce que vous voulez, votre moi supérieur. Vous êtes en contact avec vos chakras supérieurs. Le fait que vous naissiez et que petit à petit vous portez votre attention pour vous protéger sur le besoin de survivre, le besoin de relationner et le besoin de vous affirmer, va faire que vous perdez le contact avec votre chakra numéro 4, c'est-à-dire ce qu'on appelle votre état spirituel, votre corps de lumière. Et à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup moins nourri. Donc à 7 ans, pratiquement c'est fait. À l'âge de 7 ans, vous avez pratiquement perdu le contact avec votre corps de lumière, avec le chakra numéro 4. Donc vous n'êtes plus dans la spontanéité, vous êtes plus dans la joie de vivre, dans le fait de faire confiance. Vous commencez à rechercher, vous commencez à avoir des besoins affectifs, à chercher à être reconnu, à chercher à être protégé. Donc vous allez porter votre attention sur votre extérieur pour chercher des personnes autour de vous qui vont pouvoir compenser ce que vous ressentez. Une fois que vous êtes coupé votre chakra 4 qui est quelque part votre sécurité, vous allez chercher la sécurité à l'extérieur de vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez absolument trouver aucune sécurité dans les 3 premiers chakras, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Un corps physique, on peut l'agresser, on peut le tuer, on peut faire tout ce que vous voulez. Donc vous ne pouvez pas être en sécurité dans votre corps physique. Vos émotions, ça bouge tout le temps. Il n'y a rien de stable. Vous passez d'une émotion à une autre. Instable. Votre mental est tout le temps en train de penser à des trucs complètement différents. Même si vos croyances sont relativement bien ancrées, on peut les démolir. Vous voyez? Donc, peut-être parmi certains de vous, en ce moment, ce que je suis en train de dire, c'est en train de déranger vos croyances, votre vision de la vie. Et ça doit bien bouger à l'intérieur. Donc, il n'y a rien de stable, en fait, dans ces 3 chakras. Vous ne vous sentez jamais en sécurité. Donc, vous êtes toujours un petit peu anxieux. Vous voyez comment on est? Vous n'êtes jamais tranquille. Et vous ne pouvez pas être tranquille dans ces chakras-là, c'est pas possible. Le seul endroit où vous êtes tranquille, c'est le numéro 4. Donc, est-ce que vous allez ressentir toujours une sensation de manque? Donc, vous allez mettre en place des croyances, des systèmes de protection. C'est ce qu'on appelle l'ego, la personnalité ou l'armure. Et la psychologie, c'est l'étude de ce qu'on appelle l'ego ou la personnalité. Et l'ego, c'est tout ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes enfant pour créer une identité. On vous a dit que vous appeliez comme ci, que vous étiez comme ça. Si vous étiez gentil, il fallait on vous donner ça, ainsi de suite. Vous avez mis en place tout un processus.
Donc vous êtes identifié à votre corps physique, mental et émotionnel. Voilà. Donc à bout d'un moment, vous pensez que vous êtes que ça. Vous avez complètement oublié vos autres corps. Donc là, dès que vous êtes là, vous êtes dans ce qu'on appelle un sentiment de séparation et automatiquement vous êtes dans la peur. Donc tout ce que vous allez faire dans votre vie, à partir de là, c'est véhiculé par la peur. Peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas assurer, ainsi de suite. Donc pour compenser, vous allez faire des stratégies pour attirer l'attention. Parce que vous avez remarqué que quand vous attirez l'attention à vous, vous attirez l'énergie de l'autre. Alors ces stratégies ont été développées dans un livre qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas si les gens les ont lus, mais c'est intéressant de les revoir. Donc nous avons différentes stratégies pour attirer l'attention. Donc attirer l'attention, rappelez-vous, c'est toujours attirer l'énergie à vous, pour vous nourrir. Parce qu'on se nourrit de, on va dire, d'aliments. On se nourrit de pas mal de choses, mais en fait la principale nourriture, c'est l'amour qu'on vous donne. On ne peut pas vivre sans amour, c'est pas possible. On a fait des expériences, on ne peut pas vivre sans amour. Il y a eu une malheureuse expérience qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a privé des enfants de toute affection. On les a nourris, mais on les a privés de toute affection, ils sont tous morts. Donc vous ne pouvez pas vivre sans amour, c'est pas possible. Donc on a tous besoin d'affection, d'une manière ou d'une autre. Donc on doit attirer l'attention pour ça. Donc les stratégies, c'est l'interrogatif par exemple. Celui-là il est relativement positif. C'est-à-dire c'est toujours des gens qui posent beaucoup de questions. Qui sont tout le temps en train de dire pourquoi tu fais ça comme ça, et pourquoi tu as posé ça là, qu'est-ce que tu es en train de lire, Ils posent beaucoup de questions. Donc ils sollicitent tout le temps votre attention. Ils sont un peu dérangeants des fois, mais en général ça se passe bien. Les intimidateurs, c'est le type agressif. C'est-à-dire les gens qui vous font peur, physiquement ou psychologiquement. Donc eux, vous devez tout le temps avoir un œil sur eux, pour pas prendre une baffe, ou pour pas qu'il vous arrive quelque chose. Donc vous portez son attention sur eux pour voilà. Et donc vous leur donnez votre énergie. Et les plaintifs, ça c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire que vous allez vous plaindre. Il y a plein de manières de se plaindre. Râler, tomber malade, plein de manières de se plaindre. En général, les plaintifs, c'est ceux qui pompent le plus rapidement. Si vous avez des gens qui viennent de se plaindre et vous parlez de ces problèmes constamment, au bout d'un moment, vous vous sentez fatigué. Vous avez tous vécu ça plus ou moins, et fatigant, et hop, vous en allez. Il y a des gens qui ne vivent que par ça. Vous leur expliquez, mais ils ont des problèmes, vous leur dites, mais c'est pas... Je vais donner une réponse à ton problème. Il y a pas de... Mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent juste que vous les écoutiez. Le dernier, c'est l'indifférent. C'est-à-dire que lui, il a une manière... Lui, c'est quelqu'un de plutôt timide et qui va rester dans son coin. C'est-à-dire il va se faire remarquer justement ne faisant rien. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, il fait un peu joue le mystérieux. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre qu'il soit dans son coin, celui-là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a. Il n'est peut-être pas bien. Donc voilà, c'est 4 manières. Alors on a tous une ou deux qui sont dominants chez nous. Et on fonctionne différemment selon avec qui on est. Mais en fait, moi par exemple, le mien c'est l'interrogatif. C'est vraiment l'indifférence, ça m'arrive de temps en temps avec certaines personnes quand je fais la gueule. Vous voyez quand vous faites la gueule à quelqu'un, c'est une manière de faire. Voilà, c'est une manière de dire à l'autre, tu m'as blessé, regarde, je vais faire l'indifférent comme si tu n'existais pas pour que tu viennes me demander pardon. Voilà. Donc on a des stratégies comme ça. Et ça, on joue à ça constamment dans les couples, dans nos relations. Donc, dans une rencontre classique, il y a à peu près 90% d'inconscient. Quand vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez 90% d'inconscient. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Je vais vous expliquer pourquoi. 10% de conscient, c'est pas beaucoup. Vous avez 3 groupes de couples. Les premiers, c'est les inconscients. C'est la majorité. Si vous êtes là, c'est que vous ne faites pas trop partie de ces groupes-là, parce que sinon vous ne seriez pas là. Ils ne viennent même pas à des conférences. Les inconscients, c'est-à-dire des gens qui vivent sans vraiment se poser jamais de questions. Ils ne se remettent jamais en question. Donc un jour ça va, un jour ça va pas, on fait comme... voilà, c'est tout.
pas de remise en question. Les conscients, ils sont un petit peu plus rares, c'est les gens qui commencent à faire un travail sur eux, à dire tiens là ça va pas, il y a des choses qui se répètent chez moi. Donc je vais quand même voir qu'est-ce qui se passe à moi et pourquoi je fonctionne comme ça. Ou qui vont venir à des conférences pour chercher à comprendre. Et vous avez les derniers qui s'appellent les éveillés ou les libérés, qui sont beaucoup plus rares. C'est des gens qui ont pris connaissance de leur conditionnement et qui sont arrivés à les dépasser. C'est-à-dire surtout à les accepter. Parce qu'on ne peut pas se libérer de ces conditionnements. On ne peut que les accepter. Mais si vous les voyez et que vous n'y rentrez pas dedans, en fait, c'est une manière de les dépasser. Il y en a peu. Hein. Par contre, au niveau du couple, il n'y a que là que ça marche vraiment. Là, ça marche pas mal. Là, ça marche pas du tout. Hein? Alors, nous sommes des êtres profondément conditionnés. Nous avons des conditionnements qui sont liés au physique, à l'émotionnel, à l'énergétique et au mental. Donc, selon les chakras, on a différents conditionnements. Rappelez-vous qu'on est passé dans l'évolution à travers le minéral, le végétal, l'animal, ainsi de suite. Donc, nous avons pris tous les conditionnements de ces différents stades. On n'est pas encore des êtres humains, on est des pré-humains. L'être humain, ça va venir, c'est pas encore là. Donc, nous avons des conditionnements génétiques. Bon, c'est le plus connu, vous savez que on est profondément conditionné par la génétique, mais ça fait pas tout. Sinon, tous nos enfants se ressembleraient. Un qui est rigolo dans la génétique, un exemple rigolo, c'est est-ce que vous savez ce que vous faites chaque fois que vous voyez quelqu'un en face de vous? Ça se fait en dixième seconde. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas. En fait, vous scannez la personne et vous voyez si elle est compatible ou pas sexuellement avec vous. D'accord? C'est ce que vous faites avec tout le monde. Et ça vient de quoi? Ça vient de la première cellule. C'est l'ADN qui fait ça. Donc pourquoi il fait ça? Parce que l'ADN, en fait, pour pouvoir créer la vie, la première cellule a toujours cherché un ADN le plus différent de lui pour pouvoir créer la diversité. Et vous faites exactement la même chose. Vous êtes toujours attiré par des gens qui ont un ADN le plus différent de vous. Et vous savez comment ça se traduit, l'ADN? Par l'odeur, les phéromones. Donc vous êtes attiré toujours par des odeurs qui traduisent votre ADN. Donc là actuellement vous avez bazardé plein de phéromones partout. D'ailleurs pour s'y reconnaître c'est difficile. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui a une odeur qui ne vous plaît pas. Vous pouvez être ami avec cette personne, mais vous ne pouvez pas avoir vous aurez une fois des rapports sexuels, après c'est réglé, hein, en général. Donc vous êtes toujours attiré par des gens qui ont des phéromones différents de vous. Donc ça c'est quelque chose de conditionnement comme dans la génétique. Vous avez conditionnement sexuel. Là aussi, le fait que vous soyez sexué, si on était asexué, ça se passerait très différemment les rapports qu'on a entre nous, parce qu'on serait des êtres un petit peu androgynes, donc unis. Le fait que nous soyons sexués, automatiquement, nous sommes coupés en deux, et nous cherchons constamment à rencontrer l'autre partie. Donc la poursuite de l'âme sœur, et ainsi de suite. Là aussi, on peut dire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'est-ce que c'est que le principe masculin et le principe féminin? Comment vous pourriez le traduire? Est-ce qu'une femme représente le principe féminin? Est-ce qu'un homme le principe masculin? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Vous avez un peu des deux. Alors, vous allez savoir quel est votre pourcentage de masculinité et féminité en vous. Le masculin, c'est très simple. C'est tout ce qui est dans l'action, dans le fait de faire. Donc, toutes les émotions, tous les comportements que vous avez qui sont dans l'action, dans le fait de faire, est de nature masculine. Le féminin, c'est tout ce qui reçoit. D'accord? Dans la réceptivité, dans l'empathie, l'écoute, la compassion, tout ça, ce sont des choses qui sont de nature féminine. L'action, la créativité, c'est plutôt de nature féminine. La puissance, le fait de faire. Donc, masculin, excusez-moi. Donc, chacun de nous, on a différentes parties. Les femmes, en fait, même si vous êtes plus féminines que les hommes,
vous êtes quand même de nature beaucoup masculine. C'est normal parce que le monde dans lequel on est, qui est la dimension dans laquelle on est, qui est au niveau 3, en fait est une dimension masculine. Donc on ne connaît pas très bien ce que c'est que le féminin. On ne sait pas ce que c'est. Le féminin, c'est le niveau 4, c'est-à-dire le chakra numéro 4. Où là, vous êtes dans la réception, dans l'écoute et dans l'ouverture. Nous, le chakra 3, c'est plutôt la puissance, le fait de faire, le pouvoir, des choses comme ça. Donc c'est normal qu'on vive ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on est dans une dimension niveau 3. Donc, le conditionnement parental, c'est aussi un des plus gros. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que quelqu'un a lu le livre qui s'appelle Ces femmes qui aiment trop? Oui, d'accord. Je vous invite à le lire, ce livre, parce que ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. C'est une psychologue qui a essayé de comprendre comment aider, qui s'est rendu compte au bout de plusieurs années qu'elle arrivait à sortir, qu'elle sortait jamais personne de ses problèmes en fait. Tout échouait. Et c'est normal parce que la psychologie, je vous dis, c'est l'étude de la personnalité. Donc quand vous agissez sur la personnalité, vous pouvez un petit peu l'améliorer, mais vous agissez sur des chakras qui sont pas rassurants quelque part. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Si vous voulez agir sur quelqu'un, vous êtes obligé d'agir sur le niveau spirituel. Vous pouvez améliorer votre personnalité, vous pouvez améliorer, mais vous ne serez jamais en sécurité. Donc automatiquement, c'est voué à l'échec. Il faut agir un petit peu dessus, mais si vous faites que ça, c'est voué à l'échec. Et elle s'est rendue compte de ça, et elle a trouvé comment pallier à ce truc-là. Mais c'est pas le sujet. Je suis en train de chercher. Ah oui, voilà. Donc elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup à faire, elle s'est beaucoup intéressée avec les femmes qui vivaient avec des alcooliques ou les femmes battues. Et elle a découvert en fait que une fois qu'une femme qui vivait avec un alcoolique, par exemple, souvent avait eu des parents alcooliques. Le père qui battait la mère, ou ainsi de suite. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle allait faire par son conditionnement? Elle allait chercher un mari qui était alcoolique pour faire ce que ça... Parce qu'elle avait beaucoup souffert quand même de cette situation dans sa vie. Du fait que sa mère se faisait battre, elle a beaucoup souffert. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un alcoolique et elle essaye de sortir de son alcoolisme, de faire ce que sa mère n'a pas réussi à faire. Si jamais elle réussit à faire ça, elle laisse tomber le mec. Pourquoi? Parce qu'en même temps... Quand vous naissez dans un milieu, c'est lié aussi à votre milieu. C'est comme quand vous savez, quand un poussin il sort, la première chose qu'il voit c'est sa mère. Mais nous on est un petit peu comme ça. Quel que soit le milieu dans lequel vous naissez, c'est votre sécurité, c'est votre repère, votre premier repère, même si c'est un milieu agressif. Donc vous allez associer l'amour à ce que vous vivez dans votre milieu quand vous êtes petit. Ce qui veut dire que, en fait, donc la femme a attiré un alcoolique. En même temps, elle voulait le changer, mais en même temps, elle était bien parce que c'est un milieu qu'elle connaissait. Une fois que le mec il est redevenu normal, elle a paniqué parce qu'elle perdait le milieu qu'elle connaissait. Donc, elle est allée retrouver un autre alcoolique pour le ressortir. Donc, en fait, il faut guérir la femme, les enfants et tout le monde, en fait. Il faut montrer le processus. Donc, sans avoir vécu avec des parents alcooliques ou autres, on a tous des conditionnements de ce type-là. Si vos parents s'engueulaient constamment, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez avec vos compagnons, vous allez chercher un partenaire où vous allez pouvoir vous engueuler. C'est votre manière d'aimer aussi à vous. Soit vous allez fuir absolument toute engueulade, quoi que ce soit, tout conflit. Donc vous allez faire l'opposé. Soit vous faites pareil, soit vous faites l'opposé. Donc que vous fassiez pareil ou l'opposé, c'est toujours la même chose pour moi. Il n'y a pas d'équilibre, vous fuyez quelque chose. Donc, voilà, en gros, les rencontres ne sont pas fortuites. C'est quelque part, vous savez pourquoi vous attirez telle personne. Le niveau transgénérationnel, c'est tout ce que vous lèguent vos parents, toutes les générations qu'il y a derrière. Ça, c'est les constellations familiales qui s'occupent de ça. C'est passionnant. Ceux qui en ont fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, vous reviviez des trucs. En fait, le principe est simple, c'est la conscience n'aime pas l'inconscience. Tout ce qui est caché doit devenir conscient.
Donc imaginons que dans une famille, il y a eu un meurtre, il y a eu quelque chose où on a abandonné quelqu'un, on a caché quelque chose. Des générations, et ça s'est fait, et ça s'est suivi de génération en génération. Il y a un enfant qui va vivre, qui va avoir des comportements, ou qui va avoir une histoire pour pouvoir révéler cette histoire-là. Il y a un mois, j'écoutais à la télé, non, à la radio, une émission. Justement, il parlait d'un cas comme ça. C'était un enfant qui, depuis qu'il était petit, il voulait tuer son frère. Depuis que son frère était né, il voulait le tuer. Mais on veut tous tuer son frère ou sa sœur, hein, on connaît ça. Mais lui, vraiment, il voulait le tuer. Il fallait le protéger constamment. Et à l'école, c'était quelqu'un d'assez violent. Mais surtout avec son frère, il voulait le tuer. Et les parents ne comprenaient rien du tout. Et à force, ils l'ont amené chez un psychologue, qui a cherché, il n'a pas trop compris. Et en faisant des recherches sur la famille, ils se sont rendus compte que le grand-père avait tué son frère. Et tout le monde avait caché ça. C'était l'honte de la famille. Donc, de ce fait-là, 2 générations plus tard, il y avait un enfant qui reproduisait les mêmes schémas pour que ça sorte. Une fois qu'ils ont pu dire ça à l'enfant, eh bien, l'enfant a arrêté de se comporter de cette manière-là. Vous voyez ? Donc on a des comportements, des fois, qu'on ne comprend pas, qui viennent de conditionnement. On appelle ça les malédictions familiales. Hein, ce sont des mémoires qui se transmettent de génération en génération. Donc vous voyez, c'est compliqué la relation. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Le culturel. Bon, le culturel, vous savez bien, vous fréquentez souvent les mêmes niveaux que vous. On ne se mélange pas entre... non, je parle du social. Le culturel, condition culturelle, c'est pas le plus grave, mais déjà vous vous rendez compte qu'entre cultures, c'est difficile de communiquer. Pourtant, c'est que du mental, quoi. C'est que des choses qu'on vous a appris. De faire comme ci, comme ça, ailleurs ils font autrement. C'est pas méchant. Et pourtant, même ça, on a déjà des problèmes de relation. Au niveau social, les rangs sociaux aussi. Vous vous rendez compte que vous fréquentez les mêmes rangs sociaux que vous. Ensuite, on a trois niveaux qui sont importants, mais qui sont liés à votre croyance. Enfin, votre croyance ou à votre expérience de la vie. Qui sont le milieu karmique, cosmique et énergétique. Karmique, je vais l'aborder, mais c'est un gros morceau. Je vais juste vous dire 2 ou 3 trucs dessus. On peut y croire ou ne pas croire. Hein. D'ailleurs, je vous invite à jamais croire ce que je dis. Hein. Si ça vous touche, c'est très bien. Si ça vous touche pas, laissez passer. Hein. Donc le niveau karmique, ça prend en compte que vous avez plusieurs vies. D'accord ? Et ce que vous faites dans une vie, en fait, vous allez garder en mémoire certains traumatismes et vous allez les répéter dans les vies suivantes. Hein? Donc, ce qui veut dire que des fois, il y a des gens qui naissent avec la phobie du noir, ils ne savent pas pourquoi, ou la phobie du chef. Et en fait, si on fait des régressions, on se rend compte qu'ils sont morts enterrés vivants. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des milliers de bouquins dessus. Après, c'est à vous de voir. Mais ça explique aussi pas mal de choses. Ça explique aussi pourquoi vous êtes très attiré par certaines personnes plutôt que d'autres. Parce que sur le plan karmique, on se suit. Dans une famille, par exemple, vous pouvez, si vous êtes les parents d'un enfant, la fois d'après, c'est peut-être lui qui était votre parent. Donc ça veut dire que des fois, vous avez des comptes à régler. Donc des fois, vous ne connaissez pas les gens, vous vous sentez vraiment attiré par certaines personnes, vous ne savez pas pourquoi. De suite, il y a des affinités, c'est génial. Et d'autres, de suite, waouh, sans savoir pourquoi. Hein, bon, voilà. Après ça, je ne développe pas plus parce que c'est... Voilà, on peut y croire ou pas croire. Au niveau cosmique, c'est pareil, c'est les influences de tout ce qu'il y a autour de vous, des planètes, ainsi de suite. Ça, c'est l'astrologie qui s'en occupe. Donc, je ne vais pas développer. L'énergétique, ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'on est tous à des niveaux vibratoires différents. Ça, c'est prouvable. Hein, on peut trouver votre niveau vibratoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit la Wi-Fi, c'est dangereux, parce que ça perturbe votre niveau vibratoire. Ou les téléphones, des choses comme ça. Donc, si vous avez des Wi-Fi, à mon avis, je vous invite à couper parce que c'est pas du tout bon pour vous. On est pollué, par exemple, plus parce qu'ils mettent ça à des niveaux vibratoires qui sont pas bons pour les nôtres. Il n'y a pas que ça, mais bon, ça c'est Donc, au niveau énergétique, par exemple, imaginons que moi, je vibre à 25 000 vibrations secondes. C'est mon état naturel. Je suis tout le temps un peu comme à 25 000. Alors, quand vous n'allez pas bien, vous baissez. Quand vous allez mieux, vous augmentez. C'est votre état de santé, un petit peu. Et puis, je rencontre quelqu'un qui, lui, normalement, est à 24 000 vibrations secondes, mais comme il est en vacances,
et qu'il est détendu, il augmente son niveau vibratoire. Donc il arrive à 25 000. Et moi, quand je le vois, pouf, coup de foudre. Waouh, qu'est-ce qu'il est chouette celui-là. Ou qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. D'accord, coup de foudre, elle me plaît beaucoup parce qu'au même niveau vibratoire, on s'attire. Et puis c'est super, on passe l'été ensemble, et puis on se quitte et on se retrouve un petit peu plus tard. Elle a repris son travail, est devenue un peu plus stressée, elle est redevenue à 24 000. Et moi je la revois, je dis, tiens c'est bizarre, elle m'attire pas autant qu'avant. Vous voyez, il n'y a pas la même attirance qu'avant, simplement parce qu'elle a baissé son niveau vibratoire. Et dans les couples, c'est ce que vous vivez souvent. Quand vous êtes stressé ou pas, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas toujours votre partenaire de la même manière. Hein, des fois, vous avez beaucoup d'amour pour lui, et des fois, vous le regardez, qui c'est ce mec ou qui c'est cette femme. Hein, vous ne ressentez pas les mêmes choses. Donc, parce qu'il suffit que la personne soit un peu stressée ou pas, en général, on est attiré toujours par les mêmes niveaux vibratoires. Mais quand vous vivez ensemble, bon voilà, ça peut se décaler et vous n'êtes pas attiré de la même manière. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, tout ça, en fait, ça forme plein de conditionnements. Et c'est à travers ça. Alors, je vous ai fait un petit truc. Alors, vous avez le conditionnement parental. Un conditionnement, on va dire, culturel. Un autre génétique. Un autre transgénérationnel. Un autre karmique. Et là, en fait, voilà, vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Et vous allez relationner à travers ça. Bon courage. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. D'ailleurs, c'est un miracle quand vous êtes longtemps avec quelqu'un. C'est très miraculeux. Parce qu'il y a tellement de différences entre vous par rapport à tout ça, que c'est pas évident. Heureusement qu'on a souvent les mêmes traumatismes qui fait qu'on se comprend. Hein. Mais, voilà. Donc l'idée, c'est d'enlever un petit peu se défaire tous ces vêtements, et là, la relation sera beaucoup plus intéressante. Hein. On continue, ça va ou ça va? Ça devient plus clair pour vous ou pas? D'accord. Donc tout ça, en fait, à nous, ces différents types de croyances, en fait, on appelle ça des sous-personnalités. Moi, j'appelle ça les sedneng. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plein de personnages en vous. Vous avez vous en tant que petite fille, vous avez l'arrière-grand-parent, vous avez votre mère, votre père, qui vous influencent. Vous avez plein d'influences partout. Donc un être humain, c'est un ensemble d'influences. D'accord ? Donc à travers vos chakras, vous captez énormément d'influences partout. C'est pour ça que c'est difficile d'être un être humain, parce que vous captez beaucoup de choses. Il faut faire le lien entre tout et l'unité. C'est vraiment très difficile. Donc on peut appeler ça les sedneng, c'est-à-dire que vous avez Grincheux, Atchoum, Prof, vous avez tous ces personnages en vous, il y en a un qui est dominant. Et là actuellement c'est Prof chez moi qui est dominant. Et mais tous les personnages sont là et ils vont se manifester plus ou moins selon votre situation. Donc le problème de ces personnages-là, c'est qu'ils n'entendent pas très bien entre eux. Il y a des fois, en vous, une partie de vous veut faire certaines choses, d'autres ne veut pas. Vous êtes toujours un peu en bis-bis à l'intérieur de vous. C'est pas la paix intérieure. Vous n'êtes pas souvent en paix intérieure. Quand vous êtes en paix intérieure, c'est que ça s'est calmé. Mais en général, vous êtes toujours... voilà, donc c'est pas toujours facile à gérer. Donc vous vous rappelez l'histoire des sedneng avec Blanche-Neige. Les sedneng sont là, ils sont pas trop... Il y en a toujours un qui veut commander, les autres n'écoutent pas, c'est un petit peu le bordel. Leur maison est relativement sale. La maison, c'est le corps. Donc les saletés, c'est toutes les mémoires émotionnelles. Il y a Blanche-Neige qui arrive. Et quand Blanche-Neige arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie la maison. Donc elle nettoie les vieilles mémoires. Et elle accueille les nains, et quand les nains la voient, ils tombent amoureux d'elle. Blanche-Neige, c'est qui? Facile. Hein? Mais non, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est le 4e chakra, c'est ce qui vous connecte en fait. Quand vous êtes dans le cœur, tout le monde se met à votre service. Et c'est le but de l'évolution. On est passé par ces niveaux-là pour arriver jusque dans le cœur. Et quand vous êtes dans le cœur, pouf, tous les autres chakras se mettent à votre service. Tout ce que vous avez développé comme compétences se met au service du cœur. Donc tous les sedneng se mettent à son service. Okay. Dans l'histoire aussi, vous avez vu qu'il y a une méchante avec la paume.
la pomme de la connaissance. Hein. C'est le mental. C'est-à-dire votre mental, c'est en même temps on en a besoin, et en même temps c'est votre ennemi. Enfin, votre ennemi. C'est celui qui vous perturbe beaucoup. Et vous avez le prince qui arrive. Alors l'histoire en fait n'est pas très bonne parce que la pomme vient en premier. Quand la pomme arrive, Blanche-Neige s'endort et puis il n'y a plus de Blanche-Neige, donc les nains c'est un petit peu le bordel. Puis Blanche-Neige arrive, mais elle arrive par le baiser du prince. Elle se réveille par le baiser du prince. Le prince c'est la conscience. Donc comme je disais tout à l'heure, l'amour et la conscience c'est la même chose. Donc quand vous êtes conscient, que vous êtes vigilant, quand vous avez la conscience que vous êtes vigilant, vous commencez à devenir maître de votre vie. C'est-à-dire que vous mettez vous placez votre attention sur le centre du cœur. Et vous ne vous laissez plus diriger par les 3 centres qui sont là. Donc c'est plus l'appât du gain, le désir de protection qui vous dirige, c'est plus le besoin affectif, de reconnaissance, du plaisir qui vous dirige. Ou de réussir dans la vie, c'est le fait d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est ça qui vous dirige. Et le reste se met au service de ça. Voilà, ça c'est la prochaine étape évolutive. Donc, c'est ce que raconte l'histoire de Blanche-Neige en fait. Au niveau relationnel, tant que vous n'êtes pas arrivé à cet état-là, vous aurez toujours des problèmes de relation. Parce que vous allez toujours être en position de je te donne, mais j'attends ça de toi. Donc, nous sommes sur Terre pourquoi ? Pour expérimenter, c'est la première raison, pour découvrir, pour créer, pour évoluer, pour aimer. Et l'autre est pour nous un miroir. Donc, tous les gens qui vous autour de vous, ce sont que des miroirs. Même votre partenaire. Qu'est-ce qu'il vous montre ? Il vous montre ce à quoi nous aspirons. Par exemple, vous vous remettez avec quelqu'un parce que vous aimeriez bien lui ressembler, avoir ses qualités. Il vous montre ce que nous refusons à nous, ce que nous n'aimons pas à nous. Et au début, on se met avec quelqu'un, tout va bien. Le scanner, vous savez, enfin, on a tous un scanner du style, alors je veux qu'il soit comme ci, comme ça, surtout qu'il ne ressemble pas à ma mère. Tatati, tatata. Donc vous avez un scanner. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à ça, en fait, vous dites hop, 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 intéressant, je vais aller voir. Pourquoi je dis ça d'ailleurs ? Ça n'a rien à voir avec... Enfin, oui, je sais pourquoi. J'étais en avance sur mon sujet en fait. Donc ce que nous refusons à nous, en général, ce que vous n'appréciez pas chez les autres, c'est les choses qui vous ont blessé. Donc chaque fois, ça réveille une blessure chez vous. Donc vous allez agresser l'autre alors qu'en fait il n'est pas du tout responsable. C'est juste un révélateur. Donc dès que quelqu'un vous touche, vous blesse ou quoi que ce soit, ne vous en prenez surtout pas à lui. Il n'est pas du tout responsable. C'est vous qui l'avez appelé. Vous l'avez appelé pour qu'il vous montre qu'en fait vous êtes blessé, vous n'êtes pas en paix intérieure. Donc dès que quelqu'un vous touche, remerciez-le. Merci de m'avoir touché. Ça fait mal. Mais ça prouve qu'en fait je ne suis pas encore complètement bien créé à moi, bien axé. Hein ? Donc c'est notre manière d'approcher la personne, de relationner. Ce à quoi nous ressemblons, il nous montre aussi, il nous renvoie un miroir de qui nous sommes aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Donc l'autre nous situe, il nous éveille à travers la joie et la souffrance. Des fois vous avez des partenaires avec qui vous éclatez, des fois ils vous font souffrir. Mais les meilleurs maîtres, c'est ceux qui vous font souffrir. Même si ça fait mal. Parce qu'ils vous montrent votre dépendance affective, votre peur, ils vous montrent plein de choses. Donc quelqu'un qui vit dans la croyance que le monde est dangereux, il a de très fortes chances d'attirer à lui des gens dangereux. Vous connaissez la loi d'attraction ? Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est absolument important que vous connaissiez la loi d'attraction, que vous alliez connaître comment votre cerveau fonctionne. Je fais aussi une conférence là-dessus, mais ça dure longtemps, je ne peux pas en parler là. Allez sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Mais par rapport à ça, il y en a beaucoup à redire aussi. Hein. Oui, tout à fait. Je l'aime aussi bien. Tout à fait. On va faire comme ça, mais ça ne vient pas. Alors, on garde nos automatismes. Alors, le problème, c'est que la loi d'attraction, qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire que vous attirez à vous, en gros,
ce que vous émettez, ce sur quoi vous portez votre attention, vous l'attirez à vous. Donc si vous êtes triste, automatiquement, vous allez attirer à vous des événements qui vont vous montrer qu'en fait vous êtes triste, qui vont vous donner raison d'être triste. Vous voyez, si vous avez peur, ben vous allez attirer des gens qui vont vous montrer votre peur, qui vont vous donner raison d'avoir peur. Mais c'est un truc, c'est hallucinant. Si vraiment les gens le pratiquent de manière positive, mais le monde il change en quelques jours. C'est un truc, vraiment intéressez-vous à ça. Alors des fois ça marche pas. Je suis d'accord. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'à cause de tous ces personnages. Parce que si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut, moi j'ai des tests, hein, quand je fais des stages, je fais faire des tests à des gens, c'est hallucinant. Je leur demande, décrivez-moi qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Réfléchissez-y. Hein. Et ce qui est le plus important pour vous, donc ils écrivent, c'est un truc. Après je leur fais faire un autre test. Et une fois qu'ils ont fini le test, je leur dis regardez ce que vous avez écrit. Ça correspond à rien à ce qu'ils ont écrit, trois quarts du temps. Donc croire vouloir des choses, en fait, c'est complètement du fantasme. C'est pas ce que vous voulez vraiment. Donc on se connaît vraiment très très peu, on est très inconscient, on se connaît très peu. Donc la loi d'attraction, on l'utilise très très non. Et puis, comme je vous ai dit, tant que vous n'êtes pas unis à l'intérieur de vous, tant qu'il y a pas le Blanche-Neige qui guide un peu tous les personnages là, il y en a un qui veut un truc et l'autre qui veut pas. Donc vous envoyez des contre-ordres. Donc ça marche, je vous promets que ça marche très très bien. Simplement, il faut voir tous les saboteurs qu'il y a à nous. C'est complexe. Ouais. Il y a des gens qui refusent de changer par fidélité pour leurs parents. Si par exemple vous êtes un enfant et que vos parents vous ont toujours considéré comme nul, par fidélité à eux, vous allez parfois refuser de devenir quelqu'un. Ça veut dire que vos parents se sont trompés. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, tous ces conditionnements qu'on peut avoir. C'est passionnant. Hein. Donc on est tous dans le même bain. On est tous dans le même bain, hein, d'accord. Il y en a qui sont plus ou moins, qui en sortent plus ou moins, mais voilà, c'est un passage obligatoire. Hein. Pas toujours facile à vivre, mais obligatoire pour évoluer. Alors après, pourquoi on fait ça? Bon, ça c'est notre histoire. Donc maintenant, on va venir un petit peu à le parcours du combattant. Le parcours du combattant en deux mots. C'est ce que c'est un con. Hein? Vous savez pourquoi on dit un con? Vous savez d'où ça vient? Hein? Vous savez pas d'où ça vient le con? Ah. Comment vous appelez le sexe de la femme? Vous appelez le con, ça s'appelle le con. Donc c'est pas pour rien. Hein? Quand vous voulez rabaisser quelqu'un, ou une race, ou vous changez là, vous modifiez le truc, vous gardez le même mot, vous modifiez la signification. Donc, itinéraire d'un couple. La rencontre. Dans loi d'attraction, selon les besoins conscients et inconscients de chaque personne. Donc c'est le fameux scanner. Vous cherchez quelqu'un et vous avez des besoins conscients ou inconscients. Trois quarts sont inconscients, hein, vous ne savez pas trop vos besoins. Donc besoin primaire d'amour, de sécurité et d'expansion. C'est les trois besoins que vous avez. D'amour, sécurité, expansion. Vous pouvez tout réduire à ça. Qu'est-ce que vous appelez expansion? Expansion, ça veut dire créativité. C'est-à-dire que vous avez un besoin de créer. C'est-à-dire que si ça suit en fait les modèles cosmiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans l'univers, tout est analogique. Tout fonctionne d'une manière analogique. Dans l'univers, vous avez la création, la préservation et la destruction, tout le temps. Donc là où on est dans l'expansion de l'univers, après ça sera stabilisation et contraction de l'univers. Vous respirez, vous expirez. Tout est analogique. Donc, l'expansion, c'est quoi? Vous êtes toujours, c'est le changement, ce besoin de changer, de créer. Vous mettez en place quelque chose. Ensuite, vous le préservez, c'est-à-dire vous avez créé quelque chose, après vous le savourez, vous l'expérimentez. Et ensuite, hop, vous le détruisez pour faire autre chose. La destruction, c'est le côté, la recréation des choses, en fait. Donc, en couple, c'est pareil. Vous êtes avec quelqu'un, vous expérimentez, et ensuite, bon, si vous allez un petit peu plus loin des fois. Hein, donc, vous recréez notre couple ailleurs, et ainsi de suite.
Donc c'est nos 3 besoins. La séduction. Donc mélange d'exaltation et d'insécurité. D'insécurité, sécurité. Dans le sens, ce n'est pas gagné. Quand vous séduisez quelqu'un, au début, vous ne savez pas trop si ça va le faire ou pas. Donc vous êtes, en même temps, c'est excitant. Mais ce qui est excitant, c'est parce que vous ne savez pas si ça va se faire ou pas. Donc vous êtes dans l'insécurité, sécurité. Donc chacun donne le meilleur de soi et focalise sur l'autre son besoin d'amour. Donc à partir de ce moment-là, l'autre va devenir hyper important. Dites celui-là, c'est ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, c'est ce mec-là. Donc vous donnez beaucoup d'importance à cette personne-là. Et c'est là que vous foirez complet. Dès que vous donnez beaucoup d'importance à quelqu'un, vous lui donnez beaucoup de pouvoir sur vous. Et donc vous devenez dépendant. C'est pareil qu'un enfant. Si vous donnez beaucoup d'importance à un enfant, il va avoir beaucoup de pouvoir sur vous. Il va devenir tyrannique ou autre. Donc, en général, il y a le réflexe de ne pas mettre plus d'importance à quelqu'un qu'un autre. En fait, c'est avoir un bon réflexe. Sinon, vous donnez beaucoup de pouvoir. Mais bon, là, on s'habille bien, on donne, on fait de son mieux pour plaire. C'est la séduction. La découverte. Le cœur s'ouvre, les défenses tombent, l'insécurité baisse, l'exaltation continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fur et à mesure que vous rencontrez quelqu'un et que la personne va vous rassurer dans vos besoins, va répondre à vos besoins, vous allez vous détendre. Ces 3 chakras là, une fois qu'ils sont comblés, ils se détendent. Si l'autre était vraiment la personne qui déclenchait ça en vous, enfin il déclenche, mais qui vous apportait vraiment cet amour-là, il le ferait tout le temps. Il suffirait qu'il soit là. Or, c'est pas le cas. Vous êtes rendu compte. Donc, quand vous mettez trop de pouvoir à quelqu'un, en fait, c'est là où ça passe mal parce que vous dites, en fait, c'est grâce à toi que je suis bien, donc vous y mettez une pression dessus terrible. Et là, c'est les jeux de pouvoir, de manipulation et tout y conti. Donc, en fait, l'amour que vous avez ne dépend que de vous. Vous avez qu'à rester détendu. Voilà, tout simplement. Plus vous resterez détendu, et plus vous aimerez, et plus vous allez pouvoir aimer l'autre. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas beaucoup. Et donc, comme on ne s'aime pas beaucoup, on demande à l'autre de nous aimer, de compenser. Et c'est compliqué, et c'est là que les tensions... Alors, on peut vivre longtemps comme ça, c'est pas un problème, mais ça crée beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension, de malentendus, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment avoir un couple harmonieux, il faut que les 2 personnes soient 2 personnes qui s'aiment vraiment. Et qui n'aient pas besoin de l'autre. Si vous n'avez pas besoin de l'autre, vous allez pouvoir l'aimer sans problème. Par contre, vous allez vous mettre avec, pas parce qu'il va venir vous apporter vos besoins, mais juste parce qu'il va venir vous compléter, vous complétez. Par exemple, vous complétez dans le sens où il a des caractéristiques un peu différentes de vous, et surtout parce que vous sentez en harmonie avec lui. Parce que quand votre cœur est ouvert, vous sentez facilement avec une harmonie avec les personnes, mais pas avec tout le monde. Vous sentez en harmonie avec les gens qui sont aussi ouverts. Et avec certaines personnes encore plus que d'autres. Donc l'histoire de l'âme sœur, vous ne pouvez la rencontrer que quand vous êtes vraiment à partir du niveau 4. Vous ne pouvez pas le rencontrer avant. Quand vous êtes bien à votre peau, vous rencontrez votre âme sœur. Parce que vous l'attirez à vous. Et l'âme sœur, c'est juste quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Que vous comprenez vraiment très très bien, vous n'avez même pas besoin de parler en général, ça se passe très très bien. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de conflit de besoin, de désir, de choses comme ça. Et là, vous rigolez ensemble et c'est un partenariat. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend bien, qui peut vous éclater. Voilà. Alors, dans un couple, vous pouvez évoluer les 2. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple actuellement, vous devez changer de partenaire. C'est pas ça que je dis. Mais s'il y en a un qui évolue, qui cherche à se libérer de ses tensions et qui monte dans ses chakras, et que l'autre n'évolue pas, automatiquement vous ne pourrez pas rester avec lui. Vous allez avoir trop de différences. Donc, en fait, il faut que les 2 montent en même temps. On s'entraide. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne ? Donc, la découverte, insécurité, à ce niveau-là, il y a soit un arrêt de la relation, soit une continuité. Donc là, découverte, il vous plaît, on continue, il vous plaît pas, hop, vous arrêtez. Vous avez vu que c'est pas le bon truc. L'installation.
L'exaltation continue, mais change de but. C'est-à-dire que l'exaltation, elle est plus axée sur la découverte, mais sur l'installation. Vous avez découvert l'autre, super, vous êtes plus passionné, exalté. Par contre, vous êtes exalté le fait de vivre avec lui. Qu'est-ce que ça va être de vivre avec lui? C'est passionnant, c'est une aventure. Donc vous êtes exalté. Le cœur est toujours ouvert. L'autre devient votre principale source d'attention. Donc là, vous êtes installé, c'est-à-dire que vous êtes rassuré, donc le cœur il reste toujours ouvert, tout va bien. La vie à deux. L'exaltation baisse avec le temps, les habitudes. La sécurité s'installe, hein, son petit train-train. C'est vrai que là on se sent plus en sécurité. Les problèmes apparaissent. Il y a deux sortes de problèmes. Il y a ceux liés à la fusion. La fusion conduit à la confusion. Pourquoi? Parce que quand vous êtes trop fusionnel avec quelqu'un, vous perdez votre identité. Et donc vous devenez complètement dépendant de l'autre. Donc quand l'autre n'est pas là, vous ne savez plus qui vous êtes quelque part. Donc perte d'identité, dépendance, envahissement de l'espace d'autrui. Vous commencez à faire à l'autre comme si c'était presque votre enfant en fait. Vous vous comportez avec comme si c'était votre enfant. Trop fusionnel. Vous envahissez l'espace d'autrui et vous vous occupez des affaires de l'autre aussi. Donc l'autre à un moment donné, il ne sait plus trop qui il est, quoi. Surtout s'il est faible de caractère. Jalousie, étouffement, manipulation, revendication, passion. Donc ça, c'est quand vous êtes trop fusionnel avec quelqu'un. Il y a les problèmes liés à la défusion. Vous savez quoi, effusion, vous savez quand on dit une effusion, c'est ça mousse, vous savez une effusion, ça mousse, ça brasse l'air. Oh. Donc la diffusion, les mots c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses en fait. Donc l'autre commence à vouloir transformer, l'autre commence à vouloir transformer l'autre pour le rendre plus conforme à sa vision. Donc vous êtes avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il ne correspond pas tout à fait à votre vision, et donc vous allez commencer à vouloir le transformer, pour qu'il corresponde à votre vision. Vous allez vous focaliser sur ce qui ne vous convient pas, et avec le temps, l'amplifier par la loi d'attraction. Vous allez dire, bon, ça va pas, il faut que je change. Et vous allez continuer vous allez tout le temps, tous les jours, être focalisé sur ce que l'autre fait de mal, ce qui ne vous convient pas. Et par la loi d'attraction, vous allez l'amplifier. C'est-à-dire, l'autre, il va continuer à faire encore plus. Il commence à vouloir avoir raison, donc défense ses croyances, être reconnu, demande d'amour, vivre l'effet miroir, c'est-à-dire exagération chez l'autre des caractéristiques qu'il rejette chez lui, réveil du corps de souffrance. Donc là vous rentrez dans tous les jeux de pouvoir, de manipulation pour le combat, quoi, en fait. Donc l'enjeu c'est l'équilibre entre les deux. C'est toujours l'équilibre. Hein. Travail sur soi, l'enjeu c'est quoi? Soit vous travaillez sur vous, et c'est le début d'un véritable amour de soi et de l'autre. Recherche d'équilibre des différents aspects de la vie, ce qui amènera soit une séparation amicale ou une continuation du couple. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un et puis vous rendre compte qu'en fait, vous êtes trompé. Enfin, vous n'êtes pas trompé, on ne se trompe jamais. Vous êtes toujours à la bonne personne. Mais à un moment donné, vous avez fini l'expérience que vous avez eue avec lui. Parce qu'on rencontre des gens, souvent, des fois, pour vivre une seule expérience. Pour vous montrer quelque chose. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'être avec. Hein, c'est fini les couples qui vivaient 50 ans, c'est fini ça. En fait, on a en plus un passage où l'accélération du temps se fait, ce qui veut dire que dans cette vie-là, c'est comme si vous avez vécu 4 vies. Donc vous vivez beaucoup de choses d'une manière très rapide. Donc tout se fait d'une manière très rapide. Soit une séparation conflictuelle et une répétition des schémas inconscients. Soit vous n'avez pas compris pourquoi ça ne va pas entre vous, vous vous séparez, vous allez retrouver une autre personne et vous allez en 3/4 du temps revivre le même problème. Tant que vous n'avez pas résolu votre problème, vous allez le revivre. Et au début, la personne vous apparaît complètement différente. Mais petit à petit, vous allez revivre le même truc. Quand vous avez résolu votre problème, là, vous rencontrez une autre personne qui, elle, est vraiment différente. Mais qui va vous faire travailler sur un autre problème. On s'affine. Parce qu'on est là, justement, pour s'affiner, devenir de plus en plus... vous voyez, c'est génial. C'est chouette. Mais en fait, si vous le... Comment ?
Il leur faut 4 pour ça. En fait, c'est comme un jeu. Et si vous comprenez les règles du jeu et que vous amusez avec, vous allez vous éclater. D'accord? L'histoire, c'est de s'éclater. Mais il faut comprendre les règles du jeu. Donc les polygames, en fait, ils gagnent du temps, quoi. Ah, il y a des avantages aussi, ouais. Il peut y avoir des avantages. Donc ceux qui étaient bons amis, ça fait moins de... Alors quand vous quittez bonnes amies, c'est-à-dire que vous avez simplement vous êtes rendu compte que vous n'avez pas bien, vous quittez bonnes amies, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des rancœurs envers quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand vous êtes toujours dans le il faut, je dois. Vous êtes avec un couple et souvent, pour faire plaisir à l'autre, vous faites ah, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Donc chaque fois, vous ne vous écoutez pas. En général, dans un couple, vous devez toujours vous faire passer en premier. Chaque fois que vous faites quelque chose pour l'autre, à contre-cœur, vous allez lui faire payer. Tôt ou tard. Vous pouvez attendre des années, mais vous allez lui faire payer. C'est clair. Regardez un fonctionnement très simple. Vous êtes en train de lire un bon livre, et votre femme vous demande de venir monter une armoire. Et vous, à ce moment, vous n'avez pas envie. Vous êtes en train de lire un super bouquin, vous vous éclatez, vous n'avez pas envie. Simplement, dans votre tête, elle insiste, vous dites, si je vais pas, elle va me faire encore la... Elle va me faire encore la morale, tatati tatata, ouais, elle va me faire la gueule ce soir, tintin, enfin voilà. Vous allez vous mettre scénario, et puis vous allez poser votre crayon, vous allez y aller comme ça. Alors on va monter ton armoire, vous y allez à contre-cœur. Et vous allez faire ça, pendant le temps que vous montez l'armoire, en fait, vous êtes dans votre tête en train de penser, je serais mieux là-bas, tatata. Donc ça, vous allez lui faire payer, tôt ou tard, le lendemain ou plus tard, ou vous faire payer, parce que vous êtes pas respecté. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dire ok, je lis mon bouquin et je vois que ma femme, enfin ça peut être, je prends ce cas-là, mais c'est le contraire. Je lis mon bouquin, mais ma femme a besoin de moi à ce moment-là, elle a envie de le faire. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est lui faire plaisir. D'accord? Donc je choisis de lui faire plaisir. Mais ça vient de moi, c'est pas elle qui m'y oblige. Je choisis de lui faire plaisir. Là. Et je suis content d'y faire plaisir. Donc je lis mon bouquin sans problème et je vais faire ça avec plaisir. Je fais pas parce qu'il faut, parce que je dois. C'est moi qui ai choisi sur le moment. Vous voyez la différence? Ouais, mais vraiment, vous faites le choix. Mais si vous faites ça parce qu'il faut, je dois, à chaque fois, ça va pas le faire. D'accord? Donc, voilà, chaque fois, ça doit partir vous devez faire les choses avec plaisir, toujours. Donc, si on vous oblige à faire quelque chose d'autre, trouvez le moyen pour que ça vous fasse plaisir. Et quand on vit en relation, automatiquement, on doit toujours... Il y a des moments où vous devez lâcher sur certaines choses, faire plaisir, c'est normal. Hein, on vit à deux. Donc, vous avez choisi de vivre à deux, ça veut dire que vous avez choisi de faire des sacrifices sur votre manière de vous comporter en temps normal, en tant que célibataire. Donc, rappelez-vous ce choix. Et c'est celui-là qui doit venir en premier. D'accord? Si vous vous mettez avec quelqu'un et que vous avez un esprit de célibataire, ça ne va pas le faire. Donc c'est une manière aussi de dire grâce à ça, je vais apprendre à changer mes comportements et ainsi de suite. Donc c'est toujours une question de choix. Et si vous faites ça, je vous promets, même si vous séparez dans 10 ans plus tard, vous n'aurez rien à lui reprocher. Et elle non plus. Et ça se passera très bien. Oui. Quand tu dis que dans un couple, on doit toujours se mettre en premier, Oui. c'est pas dans le sens égoïste. Non. C'est pas dans le sens égoïste. C'est dans le sens où d'honnêteté avec soi-même, oui, merci. D'honnêteté avec soi-même. C'est toujours pareil. On est des êtres égoïstes. De toute façon, on est des êtres égoïstes. Quoi qu'on fasse, on sera toujours égoïste parce que quoi que vous fassiez, vous faites pour vous. Même si vous faites pour quelqu'un. Pourquoi vous faites, par exemple, quand vous faites quelque chose pour votre femme, pourquoi vous le faites pour votre femme d'une manière avec beaucoup d'amour? Parce que votre femme, c'est vous. Elle fait partie de vous. Votre enfant, c'est vous. C'est une partie, un prolongement de vous. Donc vous le faites pour vous. Vous savez que tôt ou tard, vous avez un retour quand même. Donc on fait tout de manière égoïste. Ne cherchez pas l'égoïsme, en fait, c'est comme au niveau des chakras. Premier égoïsme, c'est-à-dire on pense vraiment qu'à moi, à la défense de mon corps. Ensuite, ça va être la famille. Ensuite, ça va être la tribu. Ensuite, la nation. C'est des identifications. Après, ça va être la planète.
Après, ça aide le cosmos. Donc, vous élargissez votre égoïsme jusqu'à ce qu'il devienne universel. Voilà, c'est ça l'amour. D'accord? C'est une autre manière de voir le... C'est ça. Donc, au début, quand vous êtes identifié qu'à vous, vous pensez qu'à vous en premier, vous pouvez pas vivre en couple, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous décidez de vivre en couple, c'est que ce qui passe en premier, c'est le couple. D'accord? Vous avez choisi de vivre en couple, c'est ce qui passe en premier. Vous êtes deux entités, il y a votre femme, vous et le couple. Donc le couple passe en premier. C'est un choix à faire constamment. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que si au moment donné vous avez envie d'être tranquille, vous dites à votre femme, excusez-moi, mais là, j'ai envie d'être tranquille. Je veux pas, je le ferai plus tard, mais j'ai pas envie. Pourquoi son envie passerait devant la vôtre? Pourquoi? Et pourquoi votre envie passerait devant la sienne? D'accord? Simplement, vous vous mettez d'accord. Là, j'ai pas envie, je le ferai plus tard. Ok chérie, j'ai entendu ta demande, on le fera plus tard, c'est pas un problème pour moi. Par contre, si c'est très important pour toi, je vais bien le faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc discutez. Oui. Et non, c'est bon, vous avez répondu à ma question, parce que la question c'était, souvent, en l'occurrence la dame, si elle se remet dans le... Toujours les femmes. Elle commence le travail avant que nous, on est percuté dans notre cerveau, de dire je le fais parce que ça me fait plaisir, ou alors je négocie, je le fais, mais c'est souvent maintenant et là. Et oui, et on vous met au pied du mur. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Bah, c'est aussi une forme de manipulation. Je ne veux pas faire de cliché, mais... Ça peut être une forme de manipulation, de dire je le fais de suite et il va s'en vouloir, quoi. Vous voyez, on peut. Donc ça dépend. Mais vous le savez ce que vous êtes en train de faire en général. Vous n'êtes pas dupe. Vous le savez quand vous manipulez quelqu'un. Vous le savez. Donc après c'est une question d'honnêteté. Moi si je le vois faire sur quelqu'un, je peux lui dire. En fait tu fais ça parce que et on rigole. Voilà. En fait il faut que vous rigoliez avec vos jeux de manipulation. Il ne faut pas vous prendre au sérieux. Si vous prenez au sérieux, c'est là qu'il y a la bagarre. Mais on est tous en train de vous chercher un petit peu à manipuler, à tirer, mais c'est un jeu. Vous voyez? Donc jouez avec ça, ne vous prenez pas au sérieux. Après, tout ce qui si vous voulez, ce qui définit vos comportements, tous les comportements humains sont définis par ce qu'on appelle l'énéagramme. J'ai fait une conférence l'année dernière, il y a 15 jours sur l'énéagramme. Et ça, c'est ce qui définit vos comportements humains par type. L'énéagramme, ça définit que sur Terre, vous avez 9 types d'êtres humains, 9 familles, et chaque type a une manière bien spécifique de se comporter. Et c'est étonnant, si je vous fais votre énéagramme, vous allez vous dire, je l'ai fait à plusieurs personnes ici, là, et je ne les connais pas du tout, et je les décris d'une manière incroyable, trois quarts du temps. Je me trompe ? Non, c'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous naissez, vous rentrez dans des prototypes, dans des programmes. Qui sont définis par votre énéagramme. Ça définit vos peurs, vos comportements, comment vous allez gérer les situations, un peu tout. Qu'est-ce que vous faites sur Terre, pourquoi? Donc, c'est comme quand vous naissiez, en fait, vous choisissez les trois en fait, chakras, moi je les appelle les prototypes d'expérimentation. Les véhicules d'expérimentation. C'est ce qui vous permet d'expérimenter la matière, le mental, les émotions. Voilà. C'est pas vous. C'est pas vraiment votre véritable être. Votre véritable être, c'est les chakras au-dessus. Vous savez combien on a de chakras? Alors, on en a 7 pour l'être humain. En fait, il y en a 22. Donc, c'est loin. C'est loin, d'accord? Mais déjà, le 7e, c'est la révolution, hein. D'accord, mais il y en a 22. Donc, nous, on est vraiment à la maternelle. Hein. On se prend pour Dieu, mais on est à la maternelle complet. Donc voilà, en fait, vous avez un prototype, et ce prototype-là, il y en a qui choisissent des Porsche, d'autres des décapotables, d'autres des 4x4, d'autres des 4L. Vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire, ce que vous venez expérimenter. Et ben, il y en a qui ont des Porsche, mais qui roulent 15 secondes. Ils ne dépassent pas. C'est dommage. Parce que leur conditionnement de souffrance ont fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Voilà. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à jouer avec avec ces chakras-là, en fait. À voir que ce n'est pas votre véritable être, mais c'est des conditionnements que vous avez qui sont nécessaires. Hein. Parce que tout ce que vous le faites par l'énergie du manque. Si vous avez développé un métier, si vous avez développé des stratégies pour séduire autre, vous l'avez fait parce que vous êtes en manque.
Si vous aviez eu tout ce que vous vouliez, vous n'auriez jamais rien fait. Le bébé dans le ventre de sa mère, il a besoin de rien. D'accord? Vous dormez. Quand tout va bien, vous dormez en fait. On dort. C'est juste par le manque que vous avez envie de faire des choses. Donc le manque est nécessaire. On en a besoin. Simplement, à un moment donné, il devient un peu trop présent. Un peu trop, il nous empêche d'avancer. Donc c'est là où il faut jouer avec. Mais l'idée, c'est pas de rejeter ces chakras-là, ou c'est de les transmuter, c'est-à-dire de prendre leur meilleur aspect. Ce chakra-là, c'est votre puissance, c'est votre ancrage, votre puissance. Si vous n'avez pas ce chakra-là, c'est le rouge, c'est le feu. Eh bien, vous n'aurez aucune puissance. Vous avez rien. Vous voyez? Donc vous avez besoin de celui-là. Hein? Donc voilà, il n'y a rien à rejeter, il y a tout à changer. Vous devez juste changer le regard sur les choses, c'est tout. Avoir les choses d'une manière différente. Être observateur. Être observateur de soi et sans juger, tout accepter en fait, le laisser passer en soi. Voilà. Après c'est tout un travail. Est-ce que vous avez des questions? Là je vais m'arrêter de parler parce que je parle depuis longtemps. Est-ce que vous avez des questions? Comment on travaille le chakra? Comment on travaille sur le chakra? Comment c'est en dansant? Non, je rigole. En fait, ça dépend. Ça dépend de l'attention que vous. Au quotidien, alors vous pouvez faire en méditation, par exemple, vous posez en méditation et vous allez chercher à éveiller certains centres en portant votre attention dessus et puis parler des visualisations. Il y a plusieurs techniques en fait. Vous pouvez le faire aussi au quotidien, c'est-à-dire que vous connaissez vos chakras, vous savez à quoi ils sont reliés. Donc dès que vous commencez à voir arriver des pensées de tristesse ou de peur, des choses comme ça, mais tiens, c'est ce chakra-là qui est activé. Ok, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Donc je me recentre sur mon chakra, j'ai confiance en moi, je vais bien. Vous voyez? Donc c'est un travail quotidien de recentrage sur le chakra que vous voulez être recentré. Voilà. Mais c'est à chaque instant que vous le faites. C'est l'observation. En fait. Il y a beaucoup de travail d'observation, de vigilance, on appelle ça. Vigilance. Vous êtes vigilant, vous voyez en fait, en premier temps, vous observez ce qui se passe en vous. Vous quittez l'observation de l'extérieur. On s'en fout de l'extérieur en fait. Parce que l'extérieur, ce n'est que des miroirs de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc c'est pas très grave. Donc vous êtes concentré toujours à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? À quoi je pense? Comment je ressens? Vous observez. Vous allez découvrir beaucoup de choses déjà. Vous êtes tout le temps en train de penser négativement. Trois quarts du temps. Que vous avez une mauvaise estime de vous. Bon, oh putain, waouh. C'est intéressant. Et là, vous allez commencer à changer votre manière de penser. Au lieu de vous laisser penser, c'est vous qui pensez. C'est vous qui... Devenir maître de sa vie, c'est quand vous commencez à choisir vos pensées. Et ce que vous choisissez, ce que vous voulez ressentir. Donc vous ne vous laissez plus influencer par tous ces conditionnements qu'on a, qu'ils soient cosmiques, qu'ils soient culturels ou autres. C'est vous qui choisissez le conditionnement que vous voulez. Et automatiquement, vous choisissez les positifs. Voilà. Mais c'est un gros travail. Enfin, c'est un travail au quotidien. Voilà. Mais d'abord, il faut bien connaître ces conditionnements. Il faut bien les cibler. Comment faire pour que ça ne devienne pas une sorte de méthode Coué? Ah, surtout pas méthode Coué. Voilà. Ouais. La méthode Coué, c'est quand vous pensez, vous ressentez je suis mal, vous dites je vais bien, je vais bien. Et en fait, c'est pas du tout ce que vous ressentez. D'accord? Donc, c'est intéressant la méthode Coué, mais c'est pas suffisant du tout. C'est-à-dire que quand vous devez transmuter vos ressentis négatifs. C'est-à-dire quand vous vous sentez mal, plutôt que vous dire, par exemple, je ressens de la tristesse. Plutôt que de dire déjà je suis triste, vous dites la tristesse m'habite. La tristesse est là, me traverse. Donc déjà, première des identifications. La tristesse, on la connaît tous. Elle ne nous appartient pas personnellement. On a tous des histoires différentes, mais elle ne nous appartient pas. C'est une force. D'accord? Donc, elle vous traverse à ce moment-là. C'est vous qui l'attirez en fait. Vous êtes comme des postes radio, certains sont branchés sur la colère, sur la tristesse. Bon. On a des connexions neuronales, c'est comme une drogue pour nous les émotions. Bon, ça c'est encore autre truc. Et donc vous êtes branché là-dessus et la tristesse est là. Qu'est-ce que je fais avec? Donc l'idée c'est de dire ok, je vais l'accueillir comme j'accueillerais un enfant qui est triste. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant est triste? Eh bien vous y allez, vous le prenez dans vos bras avec beaucoup de compassion.
D'accord? Mais vous faites pareil avec vous-même. Parce que la tristesse que vous ressentez, c'est pas celle que vous vivez actuellement. C'est des mémoires de vous enfants ou de vos parents, ou ainsi de suite. Donc vous l'accueillez, vous l'observez, vous rentrez dedans, vous l'observez, mais vous partez pas dans vos pensées en train de dire oui, je suis triste par ci, parce que là vous entretenez la tristesse. Vous bloquez le processus et vous portez vraiment votre attention sur la tristesse comme si vous observiez un enfant. Et le fait de l'observer, vous mettez automatiquement dans l'observateur, qui est le troisième œil ici. Et là, quand vous faites ça, en fait, vous êtes capable d'envoyer de la compassion. Vous regardez cette tristesse avec beaucoup d'amour. Et automatiquement, la mémoire va se sentir, c'est comme un enfant, il se sent entendu, il s'apaise. Le fait que vous fassiez ça, et que vous arriviez à faire ça, ça va remonter votre estime de vous. Alors, est-ce que vous avez réussi à changer un mécanisme que vous aviez, que vous faisiez d'une manière automatique? Donc la conscience toujours transforme. La conscience c'est comme la lumière. La conscience c'est la lumière que vous mettez sur quelque chose qui est automatique chez vous, que vous ne voyez pas. Donc chaque fois que vous regardez quelque chose avec beaucoup de conscience, vous vous transformez. Simplement par le fait de regarder. Mais vous ne regardez pas ça en disant ouah, qu'est-ce que je suis triste, c'est nul, je suis nul. Voilà, vous voyez, c'est pas ça. Si vous faites ça, vous vous entretenez. Non, vous dites ouah, il y a un enfant qui est triste là. Et moi je peux le guérir. D'accord? Et vous faites ça. Je vous dis pas que ça marche à tous les coups. Des fois vous êtes trop là-dedans, vous n'y arrivez pas. Donc moi, quand ça m'arrive dans ces cas-là, je me branche, automatiquement je vais faire quelque chose pour me sortir de là. C'est-à-dire que je vais regarder un film rigolo, enfin, voilà, j'essaie de casser l'état. Okay. Enfin, il y a plusieurs solutions, mais ce que je vous parle est une des solutions. La transmutation c'est la meilleure solution, mais c'est un peu difficile à faire, c'est-à-dire que vous devez être conscient. Et la conscience, c'est ce travail. On n'est pas conscient de manière automatique. Oui. Pour autant, je comprends bien ce que vous venez d'expliquer, mais pour autant, ça ne permet pas d'accéder à la conscience de ce qui a généré cet état. Oui. Et donc, du coup, sur le moment où je regarde un film rigolo, je zappe, mais le lendemain, une semaine après, un mois après, le même genre de situation ou de stimulus va générer ce nouvel état de tristesse qu'on va regarder avec compassion et on peut finalement toujours transmuter, comme vous dites, mais jamais vraiment identifier et mettre un mot ou une image sur ce qui crée ça et l'éliminer finalement. Oui. Alors. Débarrasser de la cordelette là, que vous avez mis tout à l'heure. Là, il y a... Oui. Si j'ai bien compris, la transmuter, c'est connaître l'origine et arriver à l'accepter. Non, vous n'avez pas besoin de connaître l'origine pour la transmuter. Enfin bon, c'est l'accepter, c'est une acceptation. C'est une acceptation. Mais par contre, l'autre attitude, quand on la transmute, on a trouvé la solution, entre guillemets. Non, c'est-à-dire que allez voir ce qui a déclenché la première événement qui a déclenché ça. C'est ce que dit Madame. Alors. La solution, c'est la fuite. Comment ça, la fuite? Quand on dit je zappe sur autre chose, c'est la fuite, on résout pas le problème. Alors, c'est plus complexe que ça. Je vous montre. En fait, il faut faire deux choses en même temps. Ça veut dire que vous avez des mémoires qui sont en vous, des événements qui sont passés quand vous étiez très petit, dans votre mère ou en tant qu'adolescent, ou même avant. Je dis bien avant. Donc, et vous arrivez des fois avec ces traumatismes-là. Ok. Ça, c'est niveau karmique. Bon. Vous pouvez aller voir l'origine de ce qui s'est passé. Moi, j'y suis allé plein de fois. D'accord ? Donc, c'est vrai que quand vous y allez voir et que vous trouvez l'origine, ça vous fait une délivrance. D'accord ? Simplement, 6 mois plus tard, ça revient. Donc, vous allez revoir. Vous allez trouver autre chose. Waouh, super délivrance. 6 mois plus tard, ça revient. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce que vous enlevez des couches. Ouais. Simplement, c'est sans fin. Parce que si je vous dis que vous avez des milliers de vies, j'exagère pas. Vous avez plusieurs milliers de vies. C'est-à-dire que les traumatismes, vous en avez vécu à répétition. Donc, c'est un puissant fond. Et le premier traumatisme, c'est l'incarnation. Le seul traumatisme que vous avez, qu'on a tous, c'est le sentiment de séparation avec notre corps de lumière. C'est le seul traumatisme que nous avons. Je n'ai pas compris. Séparation La séparation. C'est-à-dire que nous avons été séparés d'avec nous-mêmes, en fait. C'est le seul traumatisme, tous les traumatismes que vous avez peuvent réunis dans ce seul traumatisme qui est le traumatisme de l'incarnation, c'est-à-dire de la séparation avec ce que nous sommes réellement. Voilà. C'est-à-dire le fait d'être devenu amnésique quelque part.
Bon, là, ça rentre dans... c'est normal que vous ne compreniez pas trop parce que ça rentre dans une autre conférence. Hein. Parce qu'on a un corps aussi, c'est pour ça. Voilà. Le fait d'être dans un corps limité et d'être séparé de notre esprit, qui lui était limité, fait que c'est un traumatisme énorme. Donc ce traumatisme, vous allez le revivre de vie en vie à travers l'abandon, à travers différents abandons, votre famille vous a abandonné, ainsi de suite. Donc c'est un truc sans fin. Donc moi, il y a plein de gens qui font des régressions pour aller voir les vies passées, pour se libérer de tout ça. Et ça marche, je ne dis pas que ça marche pas, ça marche. Donc de temps en temps, faisons-le. Maintenant, vous pouvez faire ça toute votre vie. Donc il y a une manière qui est beaucoup plus, pour moi, qui est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, c'est d'accepter la séparation. D'accepter vraiment que la séparation, mais vraiment au fond de nos tripes. Et que ce que vous vivez, parce que la douleur que vous avez, c'est parce que vous n'en avez pas accepté la séparation. Votre mère vous a abandonné, vous n'avez pas accepté. Donc vous souffrez. Si vous l'avez accepté, vous ne souffrez plus. Donc c'est faire un gros travail sur l'acceptation de la séparation. Et là, vous libérez toutes vos mémoires, d'un coup. Mais ça, si vous voulez... Ouais, mais ça rentre encore dans... Bon. Ça va, vous le fatiguez pas? Si vous voulez, il y a le fait que vous ayez, depuis que vous êtes petit, vous avez une certaine émotion. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je pleurais tout le temps. Je suis toujours en train de pleurer, toujours sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir ma place, etc. Et donc, mon cerveau, il s'est construit. Quand votre cerveau se construit, en fait, ça se construit petit à petit. En fait, il crée des connexions. Et si vous avez toujours les mêmes manières de réagir, en fait, les connexions, au début, c'est des fils, après, ça devient des autoroutes. Voilà. Ça veut dire que pour votre cerveau, c'est beaucoup plus facile de passer par là que de passer ailleurs. Donc, tous les jours, votre cerveau, par facilité, va vous demander à revivre toujours la même émotion. C'est comme si vous étiez drogué. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont drogués à la tristesse, d'autres à la colère, et donc ils vont toujours créer des situations d'une manière inconsciente pour pouvoir revivre toujours la même émotion. C'est des drogues. C'est des drogues émotionnelles. Voilà. Parce que c'est votre cerveau qui demande ça, c'est un système automatique. Donc vous devez lutter contre votre cerveau au départ. C'est-à-dire que vous devez créer un autre réseau qui lui est positif, et ne plus nourrir ce réseau-là. C'est pour ça que vous devez couper un petit peu le fait d'entretenir. On peut appeler ça la bête. Hein. Appeler ça la bête qui crie ah j'ai faim. Quoi, hein. C'est comme si une désintoxication quoi en fait. Hein. Quelqu'un qui s'arrête de la drogue, comment il fait? Il s'arrête. Mais il sera toujours en manque quelque part. Donc vous aurez toujours envie d'aller là. Donc il faut faire le deuil. À un moment donné, vous faites le choix, vous dites là c'est fini, j'y vais plus. C'est fini, je fais le deuil total. Je n'y vais plus. Je sais où ça me mène, je suis allé 10 fois. Si je suis dépressif, je sais que la tristesse m'amène à la dépression, l'incapacité. Je sais où ça me mène. J'ai vécu ça 10 fois dans ma vie. J'y vais plus, c'est fini. La volonté, la puissance. Des fois, il faut mettre en colère pour ça. C'est la puissance et la colère. Les gens qui n'arrivent pas à se mettre en colère, ils n'ont pas de puissance. Donc, vous devez aller chercher cette puissance en vous et dire maintenant, je fais le sacrifice d'une partie de mon identité, parce que c'est une partie de ce que vous avez créé, et dire maintenant, je ne vais plus dans ce truc-là. Je refuse. Ok? Donc au début, ça va, votre bête là, elle va dire hop hop hop, et ma drogue, vous voyez? Donc vous devez focaliser sur ce que vous voulez, les choses positives que vous voulez, et lâcher un petit peu, ne plus vous faites attention à vos pensées. Chaque fois que vous voyez que vous avez une pensée qui va vous amener là, hop hop, j'y vais plus. Enfin, ce que je fais, moi, je l'accueille d'abord. Je l'accueille et en faisant ça, hop, je lui coupe. Je la vide de ses forces en fait. Voilà. Je ne cherche pas à savoir pourquoi elle est là. Ça ne m'intéresse plus maintenant. Parce que je sais que j'y suis allé 10 fois, 15 fois, bon, ok, c'est sans fin. Donc maintenant, c'est comme si vous avez une piscine remplie et que petit à petit vous enlevez des couches. Donc chaque fois que vous n'y allez pas, la couche s'évacue. Pour l'accepter, il faut déjà la comprendre. Donc. Oui, il faut quand même la comprendre, c'est un minimum. Donc en général, au minimum, le premier travail que vous faites, il faut chercher à comprendre pourquoi. Mais, et encore... Vous ne pouvez pas toujours comprendre. Comprendre, c'est pas facile à accepter. Moi, des fois, les choses qui me sont arrivées, j'ai pas du tout accès. J'ai pas du tout accès. Hein?
Moi j'ai des traumatismes physiques actuellement. J'ai fait des régressions. Ça venait de... je me suis retrouvé dans une salle de torture. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je me suis retrouvé dans une salle de torture. Et donc j'ai des traumatismes actuels qui peuvent venir de là. Vous voyez? Donc vous savez pas d'où ça vient. Ça peut venir de très loin. Vous savez pas d'où ça vient. Donc des fois, non, mais vous savez que c'est là. Si c'est là, qu'est-ce que vous faites avec ça? D'accord? Vous pouvez qu'accepter, en fait, c'est vous qui l'avez créé. Et si c'est une dépendance relationnelle, une dépendance à l'amour, et vous dites qu'on ne peut pas vivre sans amour, comment vous gérez ça là? Ah, vous allez souffrir beaucoup. Il faut beaucoup souffrir pour vraiment lâcher ce truc en général. À un moment donné, quand la personne va vraiment vous... vous vous rendez compte que... à un moment donné, vous devenez conscient qu'en fait, personne sur Terre vous amènera l'amour que vous recherchez. Il faut vraiment en devenir conscient. Il n'y a que vous qui pouvez vous l'amener. C'est en vous, de toute façon, vous êtes ça, c'est votre nature, l'amour. Simplement, il faut arriver à enlever toute l'armure qui empêche que vous le ressentiez. Donc il faut que vous calmiez le mental. Et l'amour de soi, L'amour de soi. Mais l'amour de l'autre, l'amour qu'on cherche chez l'autre, c'est l'amour de soi. Hein. C'est pour compenser le manque d'amour de soi, en général. Si vous aimez vraiment, vous n'allez pas chercher le besoin de l'amour de l'autre. C'est parce que vous aimez pas que vous cherchez à compenser par l'amour de l'autre. Hein? Si vous aimez à 100%, qu'est-ce que vous avez besoin de l'autre? Vous avez besoin de l'autre pour vivre quelque chose avec, relationner, mais vous n'avez pas besoin de lui pour être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours lié, toujours à vous. Hein? Tout part de vous, chaque fois. Je vous dis, tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez eu un manque d'affection, que ce soit maternelle ou paternelle, vous allez chercher à l'extérieur le manque d'affection. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on peut aussi dire que le fait que vous, on peut aller beaucoup plus loin là, mais bon, c'est intéressant. Mais le fait que vous ayez choisi ses parents, parce que c'est les enfants qui choisissent ses parents. D'accord? C'est les parents qui choisissent ces enfants. Pourquoi vous avez choisi ces parents-là aussi? Ça va loin. Voilà, bon, on va rentrer dans une autre conférence qui est différente, ça déborde. Donc, restons-en là. Moi, c'est pas un problème, je peux vous parler pendant 3 heures, je m'éclate dans ce sujet-là. Mais bon, on ne peut pas rester là longtemps. Donc, est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Oui. Donc il faut forcément rencontrer quelqu'un qui a le même niveau de conscience. Bon, en fait, je vous expliquais. En fait, vous êtes... comment dire ça? Les personnes que vous rencontrez sont toujours parfaites pour vous. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, plus vous êtes conscient, plus vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il ne vous correspond pas. Ou qu'il vous correspond ou pas. Si vous êtes inconscient, eh bien vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez mettre beaucoup plus de temps, mais c'est que vous le méritez quelque part. Enfin, ne le sent pas que vous le méritez, mais que la personne doit vous faire travailler sur le fait que vous n'êtes pas assez conscient. D'accord? Donc il est très bien pour vous. Vous voyez? Le problème des humains, c'est qu'on apprend plus par la souffrance que par la compréhension. Parce qu'on est feignant. Hein? La vie, en fait, vous apprend à travers la souffrance. Mais le fait qu'on ait un mental vous permet de comprendre le fonctionnement, donc vous pouvez éviter de souffrir. Mais il n'y a personne qui s'intéresse. Le problème, il est là. Le problème, c'est que ça n'intéresse personne. De pas souffrir. Non, ces trucs-là, de se connaître, ça intéresse très peu de gens, très peu. Je vous promets, ça intéresse. Moi, j'ai toujours été surpris. Pourquoi? Parce que quand vous êtes que dans ces 3 chakras, ça ne nous intéresse absolument pas. C'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est la famille, réussir. Le reste vous parle de ça, mais ça vous intéresse pas. Et c'est pas un problème. Je respecte moi complètement. C'est pas un problème. C'est une autre expérience, tout à fait. Il n'y a que quand vous êtes là que vous commencez à vous intéresser à ça. D'accord? Mais quand vous êtes là, automatiquement, les gens ici vont moins vous intéresser. Donc vous allez attirer des gens qui vous correspondent. Donc vous faites pas de soucis sur qui vous devez attirer. Simplement, vous pouvez dire par la loi d'attraction, ok, voilà ce que j'ai envie de vivre. Être clair dans ce que vous voulez vivre. Voilà. Je vivre ça. Voilà. Par contre, si vous voulez vivre une belle histoire d'amour et qu'en même temps à l'intérieur de vous, il y a un truc qui répète, je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis?
Donc, si vous voulez vivre une belle histoire d'amour, il faut que vous faites un travail pour vous aimer à 100%, enfin, au maximum. Et là, vous allez vivre une belle histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, hein, je veux dire, j'invente rien, c'est pas superflu. Bon, eh bien on va s'arrêter là si vous voulez bien. Alors si vous voulez, bon, moi j'écris aussi des livres, alors c'est Noël, profitez-en. Parce que cette connaissance je la fais passer aussi à travers des livres qui sont des contes initiatiques. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours offrir, parce que j'ai écrit des livres que vous pouvez faire lire autant à des enfants qu'à des adultes, qu'à des adolescents. Voilà. Et en général, ce que je dis toujours, c'est satisfait ou remboursé. Voilà. S'il vous plaît pas, je vous le reprends. C'est comme ça m'est jamais arrivé, je risque pas grand chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Cogitez bien. Et ne vous prenez pas la tête. Prenez plaisir à la relation. Allez, merci à vous.